Bonjour à toutes et à tous. Je voulais prendre un moment aujourd'hui pour revenir avec vous sur l'audience qui s'est déroulée le 7 juillet au tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, mais aussi sur la mobilisation qui a eu lieu avant l'audience. Avant toute chose, je veux vous dire merci. Merci aux personnes qui étaient présentes devant le tribunal. Merci à celles et ceux qui ont suivi le live. Merci à celles et ceux qui ont partagé, commenté, envoyé des messages, relayé mon appel, ou simplement pensé à moi ce jour-là en allumant une bougie, en priant. Une vingtaine de personnes étaient présentes à la mobilisation et je dois vous dire que ça m'a profondément touchée. Jusqu'à maintenant, beaucoup de soutien était derrière un écran. Là, j'ai pu rencontrer des visages, des regards, des histoires, des parcours. Certaines personnes m'ont confié ce qu'elles avaient vécu et cela m'a réellement bouleversée. Ce que j'ai compris encore plus fortement ce jour-là, c'est que nos histoires ne sont pas isolées. Nous avons toutes et tous des chemins différents, mais beaucoup de mécanismes se ressemblent. Les violences, les alertes ignorées, les plaintes classées, les enfants éloignés, la parole retournée contre celles et ceux qui essayent juste de se défendre. Cette mobilisation m'a confirmé une chose. Ce combat dépasse mon seul dossier. Il parle d'un fonctionnement beaucoup plus large. Il parle d'une mécanique institutionnelle que nous devons dénoncer, que nous devons comprendre, documenter et surtout faire changer. À la suite de cette mobilisation, donc, il y a eu l'audience. Je vais vous expliquer calmement ce qui s'est passé. Avant d'entrer dans la salle, il m'avait été indiqué par mon avocate que la décision serait probablement rendue le jour même. C'était même sûr. Je me suis donc préparée psychologiquement à une audience rapide et avec une décision immédiate. Je n'avais pas eu la préparation que je souhaitais pour cette audience. C'était ma première fois devant le tribunal correctionnel. Je ne savais pas concrètement comment cela allait se dérouler. Je ne savais pas à quel moment j'allais pouvoir parler, ni combien de temps, si j'allais être interrompue. Heureusement que j'ai pris la décision de préparer ma plaidoirie de mon côté en amont de cette audience. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai eu bien fait. Nous sommes donc entrés dans la salle avec les personnes qui m'accompagnaient du coup à la mobilisation vers 14 heures. Mon dossier a été appelé en premier. Je pense que cela a pu tenir compte de mon éloignement géographique étant donné que je viens de Toulouse et que l'audience donc se tenait au Puy-en-Velay. Et je tiens à dire que j'ai apprécié cette prise en considération. J'ai ensuite été appelée à la barre très rapidement. Et là, j'ai compris que je devais prendre en main ma propre défense. J'ai parlé avec mes mots, j'ai parlé avec mes pièces, j'ai parlé de mon histoire, j'ai parlé de ma vérité. Je me suis exprimée pendant environ 30 minutes. Je m'attendais à être coupée, mais cela n'a pas été le cas. J'ai pu dérouler tout ce que j'avais à dire, replacer les faits dans leur contexte, expliquer pourquoi je conteste ce qui m'est reproché et surtout rappeler les éléments importants du dossier. Je rappelle juste que j'ai été convoquée pour des faits de harcèlement téléphonique que je conteste formellement et que je contesterai toujours. C'est ce qui est essentiel du coup, c'est qu'il y a des éléments. C'est qu'il existe notamment un écrit dans lequel le père de mes enfants indique lui-même avoir bloqué mon numéro de téléphone. Cet écrit, il a été adressé au juge aux affaires familiales. Alors pourquoi ? Pour moi, une question centrale se pose. Comment peut-on me reprocher des appels qui, selon cet élément, n'étaient pas reçus puisque mon numéro de téléphone était bloqué ? La partie adverse, en parallèle, a tenté de soutenir que les appels n'étaient pas bloqués. Mais cela rentre quand même totalement en contradiction avec l'écrit produit devant le juge aux affaires familiales, qui a pourtant été rédigé et envoyé par le père de mes enfants, la prétendue victime. Je suis restée calme,
Je suis restée posée. Je suis restée concentrée sur les éléments. Je ne voulais pas partir dans l'émotion seule. Je voulais que le tribunal entende les faits, qu'ils entendent les contradictions et les pièces dans le contexte. Parce que derrière cette audience, il y a tout ce qui a été classé. Il y a eu les 10 mois de non-représentation d'enfants que j'ai dénoncés. Il y a eu la rupture de lien mère-enfant. Il y a eu les violences conjugales que j'ai dénoncées. Il y a eu l'agression que j'ai subie le 28 février 2025 avec 14 jours d'ITT. Il y a eu les plaintes, les alertes, les démarches et les classements sans suite. Et pourtant, c'est moi qui me suis retrouvée devant le tribunal correctionnel. C'est cela que je voulais faire comprendre. À la fin, ma seule et unique demande était la relaxe. Mon avocate, quant à elle, a demandé la relaxe et à titre subsidiaire une demande de sursis. Donc je veux être très claire sur ma position personnelle. Pour moi, la relaxe est la seule issue cohérente. Je conteste les faits, je ne reconnais pas ce qui m'est reproché, je ne veux pas d'une défense qui me fait rentrer dans une forme de renoncement, je ne veux pas reconnaître quelque chose que je n'ai pas commis. Je peux comprendre que juridiquement, certains raisonnent parfois en stratégie de secours. Mais ma vérité, elle, n'est pas subsidiaire. Ma position reste la même. Je demande la relaxe. Et ce qui s'est passé ensuite est important. Avant l'audience, donc, on m'avait laissé entendre que la décision serait rendue immédiatement. Finalement, après ma prise de parole, mes explications et les éléments que j'ai pu présenter, le jugement n'a pas été rendu sur le moment. Le tribunal a mis sa décision en délibéré et le délibéré sera donc rendu le 7 septembre 2026. Je ne crie pas victoire, je reste prudente, mais je suis soulagée. Soulagée parce que j'ai pu parler, soulagée parce que je n'ai pas été coupée, soulagée parce que j'ai pu défendre ma vérité, soulagée parce que je n'ai pas reconnu ce que je contestais, et soulagée parce que finalement cette décision n'a pas été prise immédiatement. Et ce délai est important. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est important parce qu'il existe un autre calendrier judiciaire en parallèle. À savoir que le 5 juin 2026, nous sommes passés devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une demande de transfert de résidence de mes enfants à mon domicile. Après ces 10 mois de non-représentation d'enfants, ces 10 mois de rupture de lien mère-enfant et des éléments que j'ai soulevés concernant leur prise en charge, notamment médicale. Cette audience JAF, intervenue le 5 juin, fait suite à 3 ou 4 renvois de la part du père. Ça faisait 3 ans que le dossier était sur le bureau du juge aux affaires familiales. Le délibéré du JAF est donc prévu le 16 juillet 2026. Je ne peux pas ignorer que les calendriers se croisent. Je ne peux pas ignorer que le correctionnel et le JAF peuvent avoir des conséquences l'un sur l'autre. Je ne suis pas dupe de l'enjeu. Et comme je l'ai toujours dit, mon véritable enjeu depuis le début, ce sont mes enfants. Le correctionnel est impressionnant, c'est lourd, c'est violent à vivre, c'est très déstabilisant. Mais mon combat profond, celui qui me tient debout, reste celui du lien avec mes enfants, de leur protection, de leur équilibre et de la vérité. Il y a aussi un point que je souhaite évoquer avec prudence, parce qu'il en dit long sur ce que vivent beaucoup de mères et beaucoup de pères dans ce type de situation. Depuis plus d'1 mois, mon numéro est de nouveau bloqué et je n'ai plus de contact direct avec mes enfants. Et fait marquant, les seuls messages que j'ai reçus de la part du père de mes enfants sont arrivés, bizarrement, le 7 juillet, 3 heures seulement avant mon audience au correctionnel, au sujet de l'organisation des vacances des enfants. Je ne vais pas développer ici parce que ça mériterait une autre vidéo à part entière, mais je veux simplement dire que quand on est parent, quand on se bat pour ses enfants,
Recevoir ce type de message juste avant une audience, aussi importante soit-elle, ben c'est extrêmement déstabilisant. Je l'ai vécu comme une pression supplémentaire et je pense que c'était clairement volontaire, sans vouloir prêter d'attention particulière au père de mes enfants. Et c'est aussi pour cela que je veux continuer de faire des vidéos. Parce qu'il faut expliquer ces mécanismes, il faut expliquer ce que vivent les mères, ce que vivent les pères. Il faut expliquer comment les enfants deviennent parfois le centre d'un rapport de force. Il faut expliquer comment on peut être poussé à bout, puis ensuite jugé pour sa réaction. Comprenez bien que je veux que ma page devienne réellement un espace de parole, de mémoire, de documentation et de résistance digne. Je ne veux pas parler seulement de moi, je veux juste parler effectivement de ce que mon histoire révèle. Je veux évoquer et parler du coup des classements sans suite. Je veux parler de la rupture de lien avec les enfants. Je veux parler des violences conjugales. Je veux parler du stress post-traumatique. Je veux parler de ce que ça fait d'entrer seul dans une salle d'audience. Je veux parler des mères et des pères que l'on épuise. Je veux parler des victimes que l'on retourne en accusés. Mais toujours avec la même ligne. Les faits, les pièces, la vérité et la dignité. Je ne veux pas que notre colère soit utilisée contre nous. Je veux qu'elle devienne une force. Je veux qu'elle devienne une parole claire. Je veux qu'elle devienne un mouvement. À toutes les personnes qui étaient présentes le 7 juillet, je tiens sincèrement à vous remercier. Vous m'avez accompagnée jusque sur les bancs des accusés. À toutes les personnes qui m'ont confié leur histoire, je vous remercie également. À toutes celles et ceux qui ont suivi mon live, je vous remercie. À toutes celles et ceux qui attendent avec moi le 7 septembre, je vous remercie également. Cette audience est passée, la pression retombe un peu, mais le combat continue. Donc la prochaine étape, le 16 juillet 2026 pour le délibéré du JAF, puis le 7 septembre 2026 pour le délibéré en correctionnel. Je vais donc continuer à vous informer, je vais continuer à vous parler, je vais continuer à vous expliquer. Je vais continuer à porter cette parole parce que je sais maintenant que nous sommes nombreuses et nombreux à vivre ces mécaniques. Je ne suis plus seule et vous non plus. Et je vous remercie tout simplement d'être là. Je vous embrasse.